Coucou les copains, cette semaine vidéo un petit peu personnelle, peut-être un petit peu plus légère dans le fond, parce qu'on va parler d'un de mes Ghibli préférés, Ponyo. C'est comme beaucoup le savent déjà, un film de 2008, franchement magnifique, comme un petit peu toute l'œuvre de Miyazaki en fait. Il y a cela dit quelques petits trucs, quelques petites anecdotes, quelques petites nuances sur la production, grands noms, petites histoires, enfin bref, il y a des trucs à dire quoi. Dans cette vidéo, je vais dire beaucoup de fois Ghibli, alors simplement voici en image le pourquoi du comment je dis pas Ghibli. Bref, au centre de la production à la Ghibli qu'on connaît, il y a bien entendu systématiquement Hayao Miyazaki, une des figures fortes de l'animation tout court. C'est un nom extrêmement connu, voilà, c'est cette figure immortelle de l'animation japonaise, c'est ce mec là avec les grosses lunettes et les gros sourcils. Je ne sais pas si je peux sciemment vous recommander quoi que ce soit de Papa Miyazaki en particulier, parce que tout va globalement de très bon à excellent. C'est comme si à l'école vous n'aviez eu que des 16 et des 20 pendant toute votre scolarité. Il est dans l'animation depuis les années 60 et je ne saurais même pas vous dire avec précision s'il a déjà foiré quelque chose, en matière de réal en tout cas. D'une manière générale, sur cette chaîne nous allons tenter de démystifier les figures populaires et les grands noms, parce que vraiment, se palucher sur des noms propres, ça ne sert à rien. Même si dans ce cas-là c'est relativement difficile, ce serait facile de ne considérer que Miyazaki dans le process. Mais dans les faits, virgule, c'est pas le cas. Comme par exemple Rebecca Sugar le dit et le souligne, la création d'un programme animé, c'est jamais une initiative perso, c'est une équipe qui fait l'animation. Et le cœur de l'équipe pour Ponyo, c'est Miyazaki bien entendu, mais aussi Katsuya Kondo à la direction de l'animation, Noboru Yoshida à la direction artistique, Michiyo Yasuda au design des couleurs, et aussi Atsushi Okui à l'imagerie digitale et plus globalement la photographie. À ce moment de la vidéo, vous vous rendez compte que ça va être un long fleuve contemplatif et serein, y a absolument rien à jeter. C'est même plus une équipe à ce stade, c'est un all-star game. Il y a bien entendu d'autres gens qui ont travaillé sur cette œuvre, mais dans cette vidéo je ne parlerai que de cela. Quand on sait qu'un des points de la carrière de Katsuya Kondo, c'est justement de dépasser l'association automatique avec Ghibli, c'est très étrange de commencer là-dessus. Cela dit, au vu de la carrière du monsieur, je n'arrive absolument pas à faire autrement. Il y est depuis Le Château dans le ciel, à assurer du chara-design et de l'animation pour Kiki, Totoro, Porco Rosso, Mononoke, Le Château ambulant, Ponyo, Arrietty, enfin bref, ça fait quand même beaucoup de Ghibli tout ça. Et puis, parce que cette vidéo est personnelle, j'ai le temps de vous dire que j'ai particulièrement le seum, parce qu'il a aussi bossé sur les OAV de Devilman de 1987 et 90, mais comme je ne sais pas sur quelle scène exactement, je ne peux pas précisément vous les montrer. Merde! Remonter aux déclarations de Kondo, c'est aussi remonter aux origines de Ponyo, c'est dans le cas qui nous intéresse remonter à Yado Sagashi, un des courts-métrages diffusés au musée Ghibli là, périodiquement. Un des courts-métrages que je ne peux absolument pas vous montrer, parce que figurez-vous qu'il n'y a pas eu de distribution commerciale. On y retrouve cela dit 2-3 trucs intéressants, ne serait-ce que dans le concept. La force évocatrice de Ponyo réside en partie dans des designs de personnages et dans son animation, qui elle-même repose sur les mêmes mots-clés que ceux d'Yado Sagashi. À savoir des designs solides, des couleurs vibrantes et des mouvements volontiers exagérés. Je ne saurais que trop vous recommander de jeter un œil au storyboard de Ponyo si vous en avez le temps. Ils sont magnifiques et en disent bien plus long sur les intentions de réal de Miyazaki que tout ce que je pourrais vous expliquer. S'intéresser à Kondo aussi, c'est s'intéresser au mode de production interne à Ghibli. C'est s'intéresser au fait que Miyazaki soit au centre d'absolument tout. C'est vraiment au cœur de sa philosophie de réal. La direction de l'animation de Kondo, en fait, elle consistait surtout en la direction des animateurs bien entendu, mais aussi en une relecture du chara-design, des layouts, et en s'assurant que les storyboards soient bien respectés dans tout ça. Eh c'est bien tout ça, maintenant que c'est posé, on peut enfin parler de Noboru Yoshida. Encore une fois, c'est loin d'être un nouveau dans le monde de la direction artistique et du background design. On le connaissait déjà en tant qu'assistant entre autres pour Princesse Mononoke, Mes voisins les Yamada de Takahata et Le voyage de Chihiro. Mais aussi sur Vampire Hunter D, qui a absolument rien à voir avec Ghibli, mais j'aime beaucoup Vampire Hunter D. Alors voilà, je vous montre. C'est cool en vrai de parler de direction artistique, parce que ça me permet de remonter à quelques trucs derrière le film lui-même. Pendant, et surtout après la production de Yado Sagashi, quelques idées sont restées, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il était question de produire un film animé intégralement en 2D dans un monde post-2000, dans lequel, pour rappel, les plus gros succès étaient tous issus du fameux avènement de Pixar et DreamWorks. Il était donc question pour Ponyo de créer un film pour enfants qui ne serait pas fait expressément pour répondre à la demande d'un marché qui a sucé l'âme de licences comme Shrek ou L'Âge de glace jusqu'à la moelle des os. Un noble truc en somme, un noble truc. Et ce noble truc, il se trouve qu'il exploite à merveille le talent de Yoshida. Le truc avec Ponyo, c'est que de base, la directive de Miyazaki, c'était en substance
Je ne veux pas de fond statique, je veux que ça bouge. Un genre d'ultime rêve humide des puristes de l'animation 2D. C'est quelque chose qui a conditionné le reste de la chaîne de production derrière. Tu peux décemment pas border en partant d'un postulat aussi bizarre. Alors ça y est, votre cerveau a fondu, vous n'arrivez plus à suivre? Eh bah figurez-vous que moi non plus. Mais bon, Yoshida il a dû bosser avec ces directives là derrière. Les concept art de la mer et du monde sont tous plus beaux les uns que les autres, et je crois bien qu'y jeter un œil est la seule manière décente qu'on pourrait avoir de répondre à la question: mais comment je fais pour donner la vie aux vagues et à l'océan? Sans une longue digression sur les nuances de bleu et le jeu de lumière. La vraie magie du boulot de direction artistique de Yoshida, c'était jamais paradoxalement que les indications très floues qu'il donnait à ses artistes. La vraie magie de Ponyo, c'est le chaos. Comme vous le voyez bien, pour peu que vous ayez des yeux, les couleurs sont turbo jolies dans Ponyo. Feu Michio Yasuda, c'était sans doute le visage le plus connu du lot. Elle avait commencé à la Toei avec Miyazaki et Takahata un petit peu avant, dans les années 50. Elle a assuré le color design d'entre autres Nausicaa, Le Château dans le ciel et même Le vent se lève, si vous vouliez le nom du dernier. Les storyboards de Miyazaki, qui encore une fois avaient la main mise là-dessus aussi, sont intégralement en couleur. Très franchement, j'imagine que ça paraît peu de choses, et ça même indépendamment du fait que j'adore les pastels. Mais concevez bien que ça facilite pas mal les choses pour le color design des storyboards en couleur. Je parlais un peu avant du travail qui avait été fait pour caractériser la mer et sa volonté propre. Quand je dis la mer, bien évidemment je parle de l'océan, mais bon, dans le cas qui nous intéresse, ça fait une ambiguïté rigolote avec le film, moi j'aime bien, ça me fait rire. Le color design, c'est encore une fois davantage à voir qu'à discuter. Dans Ponyo, c'est une histoire d'élégance, c'est la variation ou pas des couleurs sous l'eau, c'est la volonté de l'océan face au ciel dans une scène de tempête en mer. C'est le parfait équilibre entre saturation et banalité chiante. Tentez chez vous de faire varier la saturation en regardant Ponyo et observez le résultat. Sujet un petit peu sensible, voire carrément controversé, qui est l'utilisation de l'imagerie digitale dans Ponyo. Je veux dire, la volonté de base, elle était bien de donner vie à un long métrage 2D tout beau avec sa bite et son couteau. Mais quand même, l'imagerie digitale c'est vachement pratique. Alors bon, Atsushi Okui, c'est encore une fois une figure extrêmement connue. C'est une figure que vous connaissez déjà pour Porco Rosso, Mononoke, les Yamada, mais surtout que moi j'aimerais vous présenter pour la contre-attaque de chars, le film Gundam là. Un film avec le meilleur mecha du monde, le Sazabi. Voici quelques plans de plus avec le Sazabi, voilà c'est dimanche, ça me fait plaisir, on peut revenir à nos moutons. On passera, voilà, assez volontiers pour la manière de créditer Okui, pour la véritable fonction qu'il aura occupée ou pas. On passera aussi sur la manière de définir la terminologie de photographie dans un film animé. Dans les faits, il a scanné les backgrounds, a ajouté l'animation clé, les angles de caméra et les effets spéciaux pour engendrer l'image finale. Tout ça, traditionnellement, ça se serait fait en ajoutant des celluloïdes successifs sur le background de base. Avec en plus la charge de devoir retraiter l'image à la fin. La faute à la poussière entre les cellulos, et aussi parce que forcément, la qualité du background prend méga cher une fois 5 cellulos transparents ajoutés par-dessus. L'utilisation de l'imagerie digitale, encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Ça permet de passer outre ces étapes-là ultra rébarbatives sur les quelques 170 000 frames du film. Les véritables défis techniques, encore une fois, en photographie, c'était la gestion des reflets et de l'eau, mais aussi la gestion de la lumière d'une manière générale. Et pour la dernière fois dans cette vidéo, je préfère vraiment vous montrer que digresser. Et ben voilà, on a fini pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de lâcher des pouces bleus. Faites tout, personnellement ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et Dieu seul sait que sur YouTube ça compte, bordel. La ressource documentaire principale de cette semaine, c'est l'artbook officiel, c'est édité par Ghibli et c'est une ressource officielle. Je vois mal comment j'aurais pu passer à côté. Même si dans le fond, le bouquin est assez avare en informations et qu'il contient plus de trivia que d'autres choses. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi ils ont mis le script du voice-over américain à la fin du livre, sur un papier différent en plus. Enfin bref, on se retrouve voilà, la semaine prochaine si tout se passe bien. Bisous tout doux.